Salut à tous. Ça y est, on est prêt. Merci d'être là. Bravo déjà d'avoir réussi à trouver du temps un vendredi à 11h. Et je suis super content de faire ce live avec vous parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live sur YouTube. Et voilà, ça me manquait. Et c'est l'occasion de reprendre ça. Cette fois-ci, j'ai essayé de préparer bien la stack technique, la petite intro que vous avez vue avant. Voilà, le montage, tout est prêt. Je pense que ça doit être bon. J'espère que s'il y a un souci, j'ai le chat sous les yeux. Si vous voyez quelque chose qui marche mal, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, on va parler de création d'app mobile, on va parler de Padel, parce que c'est une application liée dans le monde du Padel. Cette chaîne, c'est principalement une chaîne de développement, donc on va surtout parler de la partie technique sur comment l'application a été créée, mais aussi de comment, on va essayer, quelle est la stratégie derrière cette application, pourquoi je l'ai créée, comment je cherche à la développer et quelles sont les étapes suivantes. Parce que j'ai reçu vos questions. Merci d'ailleurs à tous pour avoir posé les questions, que ce soit sur YouTube ou ceux qui me les ont posées via des étudiants de Purple Giraffe qui m'ont posé les questions en cours. J'ai noté toutes vos questions. Je vais essayer de répondre à un maximum. Certaines seront répondues aujourd'hui, d'autres seront répondues sur plusieurs vidéos, puisque l'idée c'est de dire on va faire une série de plusieurs vidéos et il faut qu'elles soient chacune assez courtes. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation assez générale de l'application. Qu'est-ce que c'est comme concept? Quelles sont les stratégies derrière cette application? On va parler de la stack technique, comment ça fonctionne techniquement dans les grandes lignes. Bien sûr, on ne va pas encore attaquer le code aujourd'hui, mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez comment ça fonctionne, quels sont les choix technologiques que j'ai pu faire, et qu'on discute de ça, et que vous puissiez faire vos retours, et n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat, je vais le garder sous les yeux, donc voilà, je vais essayer de suivre. N'hésitez pas, donc là je vois déjà vos commentaires sur l'intro, je vois qu'elle vous a plu, c'est génial, n'hésitez pas à continuer à commenter, à me dire un petit peu d'où vous venez chacun, vous pouvez le marquer dans le chat, comme ça je l'ai sous les yeux, et c'est top. Allez, je prépare donc mon diaporama, normalement, vous devriez le voir à partir de maintenant. Et on va discuter de ce... Attendez, je le mets ici pour être sûr de bien voir vos commentaires pendant que je gère mes diapos. Super. Ok, c'est parti. Alors, donc l'application s'appelle iPadel. C'est une application qui est faite pour les joueurs. Alors je suis un joueur de padel passionné depuis un peu plus de 4 ans. J'adore ça. Un ancien volleyeur. On est beaucoup d'ailleurs de volleyeurs à être dans le monde du padel. Fait des gens de tous les sports parce que c'est vraiment un sport qui prend beaucoup d'ampleur avec de plus en plus d'utilisateurs et de passionnés. Et j'en fais partie. Et dans le club où je suis, c'est un club assez important. Il y a beaucoup de joueurs. On a des groupes WhatsApp. Je joue à 7, donc au club de 7, on a plusieurs groupes WhatsApp de niveau. Mais les groupes sont très 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 remplis. Il y a toujours le problème des niveaux entre les gens qui veulent monter, c'est géré par le club. Et il y a plein de complexité à ça. Et on cherche des solutions pour faciliter la création de parties, trouver facilement des joueurs. Et ça sert aussi, on a aussi le problème lorsqu'on se déplace, quand on part en voyage, etc. On a envie de faire une partie de padel parce que je vous dis, on est des mordus de ça. Et c'est dur de trouver des joueurs quand on n'est pas dans notre cercle habituel. Donc cette application, elle sert à ça. Elle sert à faciliter l'organisation des parties à la fois chez nous au quotidien, dans les clubs aux alentours, mais aussi lorsqu'on est en déplacement, et pour trouver des amis qui jouent au padel aussi. Voilà l'idée principale de l'application. Aujourd'hui, donc on va parler du concept, je vais commencer à vous le présenter maintenant. Ensuite, on va parler de la partie technique, et je sais que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et justement, on va attaquer dès maintenant en parlant un petit peu de comment ça fonctionne techniquement. Donc l'idée, c'est qu'on a une application mobile, vous le savez. Si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir un petit peu quels sont les langages avec lesquels je travaille. Cette application, elle est faite avec Flutter et Dart. Ça veut dire que on aura une application sur iPhone et une application sur Android qui seront des applications natives. Flutter va générer du C++ derrière pour la partie technique et donc les utilisateurs pourront télécharger une application pour iPhone et une application pour Android. J'aurais pu avec Flutter faire une application aussi, enfin un site web mobile, mais aussi une application Mac, Windows, etc. Dans ce cas précis, c'est uniquement une application iOS et Android. Je n'ai pas l'intérêt à l'heure actuelle, je n'ai pas la volonté de faire d'autres plateformes, puisque finalement la majorité du marché sur ce type de besoin, ce sera des applications natives sur iOS et Android qui sera demandé. Ok, on continue. Il n'y a pas une application, il y en a plusieurs, puisque chaque utilisateur va utiliser son application et il va falloir les mettre en contact, ces personnes. Il va falloir les mettre en relation et donc naturellement, on aura un web service. Les gens appellent ça du cloud, puisqu'on va avoir des données qui vont être échangées depuis nos applications. Alors attendez, je vais quand même prendre sous les yeux, excusez-moi, je coupe un petit peu pour avoir un plan en avance de la prochaine diapo qui va apparaître. Ça simplifie un petit peu les choses. Donc mes utilisateurs vont utiliser
leur téléphone, qui va contacter le serveur, qui va centraliser les données. Donc à chaque fois qu'il va y avoir des échanges, que ce soit créer une partie, inviter des joueurs, s'inscrire à des alertes pour recevoir une info dès qu'une partie est créée, etc. Dès qu'il y a du chat, puisqu'on a un chat intégré pour que les joueurs puissent discuter entre eux dans une partie, tout ça, ça va passer par des serveurs. Et on va se concentrer un petit peu plus là-dessus sur comment fonctionnent ces serveurs. Donc on sait déjà que les applications mobiles utilisent Flutter. Les serveurs, l'idée c'est qu'il y en a deux à l'heure actuelle, deux serveurs différents. Un premier qui sert à récupérer les requêtes et un deuxième qui sert à stocker les données. Les deux sont hébergés chez Hetzner. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui connaissent pas Hetzner. C'est un fournisseur allemand que j'utilise et je recommande à tous mes étudiants sur Purple Giraffe. Je dois pouvoir trouver un lien pour que vous ayez 20 € de crédit pour louer vos premiers serveurs. Puisque bien entendu, dès qu'on prend des serveurs, c'est payant. Donc cette application, j'en ai pas encore parlé et je parlerai un petit peu plus tard dans la partie stratégie. Elle est gratuite pour les utilisateurs. Elle est 100% gratuite pour les utilisateurs. Mais personnellement, en tant que développeur et en tant que créateur d'applications, pour l'instant, elle me coûte de l'argent. Attendez, j'en profite, j'ai oublié de mettre ma mimine. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Ça, vous verrez aussi en plus des diapos. Et quand ça gênera, j'enlèverai. Donc, je disais, j'ai deux serveurs à l'heure actuelle. Un premier sur Directus. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à voir les vidéos. J'en ai plusieurs sur YouTube où je présente ce qu'est Directus. Je mettrai le lien s'il faut en dessous dans le descriptif quand on aura fini le live pour que vous puissiez trouver les liens pour comprendre ce qu'est Directus. C'est lui qui va recevoir les requêtes entrantes. Ça veut dire que dès qu'un utilisateur communique avec le serveur, en vrai, il communique avec ce serveur Directus. C'est lui qui reçoit la demande. Donc ça arrive sur lui. Et lui, il n'a pas de données. C'est uniquement du code qui va traiter la demande et donc qui va communiquer avec le deuxième serveur qui stocke la base de données. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris deux serveurs ici ? Ça ajoute de la complexité, oui, ça ajoute un petit peu de complexité, pas énorme. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est un avantage de sécurité. Ce serveur-là, il est sur un réseau privé. Il n'est pas du tout relié au reste d'Internet. Le seul moyen de communiquer avec lui, c'est via ce premier serveur. Ça veut dire que si une personne cherchait à pirater ma base de données, il va devoir d'abord pirater ce premier serveur et ensuite pirater le deuxième. Donc ça augmente la complexité pour eux. Je dis pas que c'est impossible, mais ça augmente la sécurité pour que les données des utilisateurs soient mieux protégées. Le deuxième avantage, j'espère que j'en aurai besoin un jour, c'est si cette application commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, j'ai déjà une première possibilité avec Hetzner qui me permet d'augmenter la puissance de mes serveurs sans les réinstaller. Donc l'idée c'est que je les mets en pause pendant quelques secondes, j'augmente l'abonnement que je paye et eux ils me le redémarrent avec un serveur plus puissant et plus rapide avec plus de RAM, plus de processeurs et j'ai pas besoin finalement de louer une nouvelle machine, de tout transférer dessus parce que c'est extrêmement compliqué à faire et donc ça c'est pas nécessaire. Donc j'ai déjà cette première possibilité. Mais si je veux aller plus loin, si vraiment j'ai une grosse montée en charge d'utilisateurs, je peux potentiellement utiliser un répartisseur de charge pour avoir plusieurs serveurs Directus qui reçoivent les demandes. Et donc ça aussi, c'est un service que me propose Hetzner d'avoir un répartisseur de charge et d'augmenter les instances Directus, sachant que Directus, lui, il n'a aucune donnée. Toutes les données sont ici. Donc je peux multiplier ces serveurs sans trop de problèmes pour qu'il y en ait plusieurs à la fois qui traitent les demandes si j'ai vraiment des centaines de milliers d'utilisateurs et qu'un seul serveur n'arrive plus à tenir la charge, ça peut être sympa d'en avoir plusieurs. Alors je peux utiliser le système de Hetzner ou je peux utiliser un système comme Kubernetes ou équivalent. La raison pour moi d'avoir pris deux serveurs, c'est que pour l'instant c'est plus simple et c'est plus sécurisé et ça n'augmente pas beaucoup le coût. Il y a un coût supérieur, on est d'accord, d'avoir deux serveurs, mais pour l'instant il est négligeable, c'est pas un coût important, donc je suis prêt à assumer cette dépense-là en espérant que l'application marchera. Voilà, donc ça c'est pour la partie pourquoi j'ai pris deux serveurs. On va revenir à l'état actuel, là, j'ai deux serveurs mais j'ai pas de répartisseur de charge, j'ai ce fonctionnement là et en plus de ça j'ai une notion de notification. Les utilisateurs ont la possibilité s'ils le souhaitent et c'est une des fonctionnalités clés de l'application et pour l'instant elle n'est pas encore assez visible, il faut que je la mette un peu plus en avant, c'est de s'inscrire à des alertes. Puisque quand on veut jouer au padel, l'idée c'est soit on organise des parties, et ça c'est ce qui est déjà disponible dans l'application et beaucoup de gens l'utilisent, mais ce que peu de gens utilisent pour l'instant, c'est le système d'alerte. Une alerte, ça permet de dire je fais une recherche, je trouve 2-3 parties, mais j'aimerais finalement, dès qu'il y a une autre partie de ce type-là qui est dispo, être prévenu. Et donc, dans le moteur de recherche, il y a un bouton qui permet de créer une alerte. Et donc, l'alerte, ça passe par un système tiers qui s'appelle Firebase Cloud Messaging,
qui est un service de Google qui permet ensuite d'envoyer des notifications au téléphone des utilisateurs pour qu'ils puissent être prévenus même quand l'application n'est pas lancée. Ça veut dire que une fois que je suis inscrit aux alertes, même si je n'ai pas l'application de lancée, dès qu'une autre personne crée une partie dans mon club et que je suis dans le niveau accepté, je reçois une notification pour cette partie-là. J'envisage plus tard de pouvoir mettre des filtres un peu plus fins que juste le club et le niveau, mais pour l'instant, en tout cas, c'est tout. Ouais, juste 2 secondes. Ouais, c'est moi, j'ai reçu un appel. Je pensais avoir prévenu tout le monde que je n'étais pas dispo, mais visiblement, tout le monde a pas eu le message. Oui, donc je disais, excuse-moi, j'ai été coupé. Donc lorsqu'une notification arrive, oui, non, excusez-moi, je me rappelle ce que je disais. Je disais que lorsque on doit pouvoir s'inscrire à des alertes, pour l'instant, c'est que les clubs et le niveau. Et ensuite, il y aura aussi la possibilité d'avoir une alerte en fonction de l'horaire de la journée pour pas recevoir des alertes si c'est un moment où je sais que je peux pas jouer. Si vraiment on arrive au cas où il y a tellement de parties qu'on a trop d'alertes, on pourra trouver des solutions pour que ce soit un peu plus fin au niveau des filtres d'alerte. Pour l'instant, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des filtres sur mon club et mon niveau. Et déjà, c'est pas mal. Si dès qu'il y a une partie de mon niveau qui est dispo dans mon club, je suis prévenu. Et dernier point, on a un autre service qui est utilisé par l'application. C'est pas moi qui l'héberge, mais ça reste mon compte Google qui permet de proposer ce service. On va parler pourquoi c'est important plus tard. C'est l'application en direct qui va contacter Google pour 2 types d'API, à la fois Google Maps pour avoir la carte avec, on l'a vu tout à l'heure dans la petite image d'intro, trouver les clubs sur la carte, et en plus de ça, Google Places, c'est lorsque on cherche à ajouter un club, j'ai une barre de recherche, c'est une barre de recherche qui cherche dans les business, donc si je tape padel, j'ai des chances de voir des clubs de padel qui apparaissent plutôt que d'avoir une recherche juste de ville. Je voulais que les gens puissent ajouter facilement des clubs, et donc ça aussi, c'est une API de Google. Ok, voilà pour la partie technique. Ensuite, maintenant, je vais commencer à attaquer les questions que j'ai reçues. Donc, je vois qu'il y en a certaines qui sont ajoutées dans le chat et je les prends sous les yeux. D'abord, je vais traiter celles que j'avais reçues un petit peu à l'avance, qui ont été envoyées par mes étudiants de Purple Giraffe en amont. Et aussi par certains d'entre vous, j'avais vu des questions sur YouTube. Donc, voici les questions que j'ai reçues. La première... Comment limiter les coûts serveurs ? Effectivement, je vous l'ai dit, on a des serveurs qui sont loués chez Hetzner, qui me coûtent de l'argent. On a aussi l'API de gens dans cette solution. Qu'est-ce qui est payant ? Eh bien, on va mettre en jaune tout ce qui est payant. Tout ce qui est payant, c'est ce que vous voyez là. Toutes les requêtes réseau. Dès que l'appareil... Alors, le code en local, il ne coûte rien. J'ai un abonnement chez Apple pour avoir le droit de publier des applications, mais je l'avais dans tous les cas, je ne l'ai pas payé que pour ça. C'est une centaine d'euros par an, c'est pas très cher. Et ensuite, par contre, on a les serveurs. Ça coûte plus cher, forcément. Pour l'instant, j'ai des serveurs assez bas, et c'est l'avantage d'Hetzner. Je peux commencer avec des serveurs bas et les monter en puissance au fur et à mesure que j'aurai des utilisateurs. Pour l'instant, ça me coûte moins de 20 euros par mois, mais ça va me coûter plus tard plus cher. Si j'ai beaucoup d'utilisateurs, je devrais monter la puissance de mes serveurs. Et aussi les serveurs de sauvegarde. Alors pour l'instant, c'est une option de sauvegarde que j'ai fait chez Hetzner. Donc tous les soirs, ils sauvegardent automatiquement tout ça, et ça me coûte 20% de plus que le prix du serveur. Et comme ça, j'ai pas à gérer la sauvegarde. Tiens, j'ai pas pensé à le mettre. J'ai un autre coût, mais qui est vraiment tout petit pour l'instant. C'est le déploiement avec Docker. J'utilise Docker. On en parlera plus tard quand je ferai une vidéo dédiée. Ah oui, je vais enlever la caméra. Je viens de voir le commentaire. Merci. Je vais enlever. Mais normalement, ça cache pas grand-chose. Mais tu as raison. On va basculer sur uniquement ça. Ou alors, je peux peut-être mettre la... Attendez, je vais la mettre un poil plus petit. Voilà, comme ça cache plus le diagramme et on peut se voir. Note plus cam. Et je reviens. Ok, là, normalement, ça doit être mieux. Donc, je disais, merci pour le retour, Johan. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, tout ça, c'est ce qui nous coûte de l'argent. Et comment est-ce qu'on peut optimiser les choses ? Alors, j'ai fait énormément d'optimisation, justement, puisque cette application, elle est 100% gratuite pour les utilisateurs et elle est 100% payante pour moi. Et donc, j'essaie de limiter ces coûts-là. Donc, j'ai fait énormément de choses. La première chose que j'ai faite, ça a été au niveau code. J'ai ajouté énormément de cache. Pour communiquer entre mon application et mon serveur Directus, j'utilise une bibliothèque qui s'appelle Directus API Manager. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une bibliothèque que j'ai fait pour moi et que j'ai rendue open source il y a à
peu près 2 ans et on la maintient avec d'autres étudiants du Purple Giraffe. Donc c'est la seule dispo à l'heure actuelle pour Flutter pour communiquer avec un serveur Directus. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de gestion de cache. Donc j'en ai eu besoin pour moi. Donc j'ai ajouté dans la bibliothèque un moteur de cache avec une implémentation par défaut en JSON plus une autre en mémoire. Et je l'ai rendu disponible, donc vous pouvez la voir vous-même. Et si vous regardez les commits des derniers mois, il y a énormément d'ajouts justement là-dessus, puisque je travaille sur mon application. Et donc dès que j'améliore mon système de cache, je le fournis directement dans Directus API Manager, dans la bibliothèque qui permet à un développeur Flutter de communiquer avec un serveur Directus. Et donc maintenant, on a un cache local. Et l'idée, c'est qu'en fonction des types de requêtes, je peux configurer mon cache. Par exemple, quand je cherche les infos de mon compte utilisateur, mon avatar, mon nom, mon niveau, etc., toutes les infos de mon compte, ça, je n'ai pas besoin de les récupérer toutes les minutes. Si je les récupère une fois tous les 1 ou 2 jours, c'est bon. Je ne sais plus quelle durée j'ai dû mettre 1 jour par défaut de cache là-dessus. Par contre, quand je cherche des parties, j'ai un cache de maximum 10 minutes. Comme ça, si je fais une recherche et que je fais la même recherche en moins de 10 minutes, j'ai les mêmes résultats, ça ne redemande pas au serveur, ça les garde en local dans le téléphone. Si par contre, au-delà de 10 minutes, ça redemande au cas où il y a des nouvelles parties qui sont arrivées entre-temps. Et donc j'ai un système de cache très agressif en local. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail sur une autre vidéo, on rentrera techniquement sur comment fonctionne le code derrière. On refera d'autres lives, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est une vision d'ensemble, mais j'ai un cache local très important qui fait partie de ma stratégie pour limiter les coûts de serveurs et pouvoir garder des petits serveurs le plus longtemps possible. Deuxième chose qui coûte de l'argent, c'est Google Maps. Donc bien sûr, Google Maps, il est gratuit pour les utilisateurs. Pour beaucoup de gens, ça paraît bizarre de dire on va limiter le prix de Google Maps. Google Maps, il est gratuit pour les utilisateurs, il est payant pour les développeurs. On a des quotas gratuits, c'est-à-dire qu'à partir jusqu'à un certain nombre d'utilisateurs, c'est gratuit, mais à partir d'une certaine quantité, ça devient payant et ça peut être vraiment très cher si on ne fait pas attention. À chaque fois que l'utilisateur se déplace, c'est des tuiles qui sont chargées, ça fait des dizaines de requêtes et ça peut vite monter. Même chose pour Google Places, à chaque fois que je tape une lettre, personnellement, ça lance la recherche. Alors là aussi, en local, j'ai fait en sorte de ne pas lancer à chaque lettre, mais j'ai un petit buffer, c'est-à-dire que c'est quand la personne arrête de taper pendant plus de 2 secondes que là je commence à lancer la recherche. Donc ça permet aussi à ce que ce soit un peu plus fluide pour l'utilisateur. S'il tape Padel, je lance pas 5 recherches, j'attends qu'il ait fini de marquer Padel, ou en tout cas qu'il lâche son clavier pendant 2 ou 3 secondes avant de lancer la recherche. Et à partir de là, ça lance une recherche qui me coûte de l'argent. Encore une fois, c'est une API de Google avec des quotas gratuits pour l'instant, mais qui devrait devenir payant par la suite. Donc j'ai une petite optimisation sur la saisie. J'ai pas fait de bouton lancer la recherche et j'ai voulu vraiment que ce soit agréable, que ce soit juste je tape et quand je lâche les mains, ça lance la recherche. Donc ça coûtera un peu plus cher qu'avec un bouton, mais je pense que ça devrait aller. Et ce que j'ai fait surtout pour optimiser ces appels Google Maps, c'est que j'essaie de rendre inutile l'accès à la carte. J'ai fait plein de petites optimisations dans l'appli qui sont sympas pour l'utilisateur et sympas pour moi. Je vous explique. Dès que l'utilisateur fait une recherche de club, par exemple, il va dans une recherche de partie, il va choisir les clubs qui l'intéressent. Dès qu'il a choisi les clubs, moi je m'en souviens, je les mets de côté. J'ai une liste en local qui ne quitte pas l'application, je ne fais pas de stats sur les utilisateurs, ça reste dans l'application, des clubs qu'il a utilisés récemment. Et donc, dès qu'il va faire une nouvelle recherche, ça va reprendre automatiquement ces clubs-là, il n'a pas besoin de les retrouver. Même chose quand il crée une partie, je me souviens des parties, enfin des clubs qu'il a utilisés pour créer des parties, et donc automatiquement, ça pré-remplit quand je crée une partie, c'est déjà sur le même club que la fois d'avant. Donc j'ai plein de petites optimisations comme ça qui sont plus sympas pour lui parce que ça va plus vite. Et s'il a envie, bien sûr, il peut changer, il peut cliquer pour trouver un club. Mais même là, j'ai d'abord fait un écran où ça lui affiche ses clubs récents. Avant d'afficher la carte, ça affiche une liste des clubs récents, plus un moteur de recherche qui va chercher dans tous les clubs que j'ai déjà dans ma base, que j'ai déjà ajouté, que j'ai récupéré sur Google Maps, enfin que d'autres joueurs ont déjà ajouté via la carte. Et c'est vraiment si personne n'avait ajouté ce club, qu'il n'a pas trouvé, qu'il ne fait pas partie de ces clubs récents, alors il a un bouton carte pour aller chercher et trouver un nouveau club à ajouter dans la base. Donc vous voyez que j'ai limité au maximum cette carte, elle est bien cachée. Je vous montrerai après comment fonctionne l'application et vous pourrez voir tout ça. Voilà tout ce qui a été mis en place à l'heure actuelle pour répondre à la question sur la gestion du cache et des optimisations. Je reviens en arrière, il y avait une autre question qui avait été posée liée à ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, une fois que les parties ont été terminées, est-ce qu'on les supprime,
est-ce qu'en termes de quantité de données, on peut faire des optimisations? Alors oui, c'est possible. Maintenant, je trouve ça un peu dommage. Une des fonctionnalités que j'aimerais ajouter, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. Ça se fait beaucoup dans les applications. À la fin de l'année, au mois de décembre, on envoie un résumé aux utilisateurs du nombre de parties qu'ils ont fait. Si plus tard, j'ajoute le nombre de parties gagnées, parties perdues, il y a plein de choses qu'on peut ajouter dans l'application qui sont prévues pour plus tard. Mais voilà, donc... Si on archive, ça complique les choses. Après, on peut envisager que les parties qui ont plus d'un an, on peut les archiver et stocker les statistiques dans une autre table, juste le nombre de parties, ce genre de choses-là, ça peut être envisageable. Pour l'instant, j'ai décidé de garder tout. Les seules choses que je vais supprimer, c'est lorsqu'une partie est terminée, peut-être qu'à la fin du mois, je supprimerai le chat, puisqu'il y a un chat dans chacune des parties, et garder les messages des vieilles parties, c'est peut-être pas nécessaire. Donc ça, effectivement, je les supprimerai avec le temps. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de faire de l'archivage sur les parties pour que l'utilisateur puisse avoir un historique de ces parties. Bien sûr, je l'ai quand même dans un coin de la tête pour plus tard. Si ça devient nécessaire, si j'ai trop de parties, que ça ralentit les recherches et autres, soit je peux les déplacer dans une autre table de ma base sous forme d'archives, soit je peux les archiver sous forme de JSON, par exemple, des fichiers texte dans du S3 ou sur mon serveur en local. Il y a plein de solutions possibles. Quelle est la stratégie économique? Ça, je sais que vous avez été nombreux à me poser la question. Alors, je vous l'ai dit, l'application est gratuite pour les joueurs. Pour l'instant, c'est avant tout une application que j'ai envie, moi, en tant que joueur. J'ai créé l'application que je voudrais avoir, qui me rendrait service. Donc, je dépense pour avoir cette application-là. Bien sûr, si l'application marche, il y aura des leviers économiques que je pourrais lever. C'est-à-dire que une fois que j'ai beaucoup d'utilisateurs, mais l'application elle a de la valeur pour d'autres personnes. Je ne pense pas qu'il y aura de fonctionnalités payantes pour les utilisateurs, pour les joueurs en tout cas. Je n'ai pas cette vision-là à l'heure actuelle. Je pense que ça doit rester gratuit pour les utilisateurs. Mais dans le monde du padel, il y a des professionnels qui gagnent de l'argent en padel, c'est tout à fait normal. Et donc ces professionnels-là, je pourrais leur proposer des services en rapport avec cette application. Ça peut aller du très simple publicité. Peut-être un vendeur, une marque connue du monde du padel qui sera intéressé pour... s'afficher dans cette application auprès des milliers de joueurs que je pourrais avoir. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça serait très simple à développer pour moi et ça serait intéressant pour tout le monde. Alors je compte pas mettre des bandeaux publicitaires classiques avec de la pub ou les trucs tout pourris de jeux vidéo là, qui se mettent en plein milieu, que je supporte pas en tant qu'utilisateur. Je vous dis, ça reste une application que je dois apprécier en tant qu'utilisateur. Donc s'il y a de la publicité, il faut qu'elle soit en rapport avec le monde du padel et qu'elle soit agréable, qu'elle ne gêne pas l'expérience d'utilisateur, en tout cas le moins possible. C'est vraiment important pour moi parce que je suis avant tout un utilisateur. Et puis que j'aime pas les mauvaises pratiques de pub, ça me dérange un petit peu. Donc si je dois partir dans cette direction-là, ce sera subtil. Une autre direction qui me plairait, moi, ça serait proposer des fonctionnalités pour les clubs, pour les coachs, pour les tournois. Il y a plein de choses qui sont possibles pour des gens, justement, qui organisent des événements payants dans le monde du padel, qui donc pourraient apprécier d'avoir de la visibilité via l'application et des services supplémentaires. Et donc ça sera un développement que je ferai si ça s'y prête, si j'ai assez d'utilisateurs, s'il y a vraiment un intérêt à le faire. Alors oui, pourquoi pas développer des fonctionnalités en plus qui seront payantes pour... les professionnels du monde du padel qui pourraient apprécier d'utiliser l'application pour leurs joueurs. Voilà pour la stratégie économique globale. Comment réussir le lancement? Et alors là, c'est la partie compliquée. Personnellement, c'est là que je suis le moins à l'aise, parce que je suis pas... la partie technique, ça je sais faire, je suis formé à ça depuis des années. La partie communication, avec Purple Giraffe, j'ai quand même l'habitude de faire la communication, ça fait 7 ans que j'ai l'école, j'avais fait des applications avant, grand public, donc j'ai quelques notions de comment faire les choses, mais j'apprends tout le temps. Et c'est là-dessus que je dois progresser, et j'ai plein d'idées sur comment faire. Pour l'instant, je suis encore dans une phase de test. J'ai fait un semi-lancement dans mon club, en fait. J'en ai parlé que dans mon club. J'ai pas encore fait de communication en masse. Cette vidéo-là, c'est ce qui ressemble le plus à de la communication, même si c'est pas tellement pour l'application, c'est plus pour vous, mes étudiants. Mais pour l'instant, j'ai pas encore fait de communication, mais j'ai un plan de lancement. Notamment, j'ai été aidé par des moteurs d'IA pour leur demander, qu'est-ce qu'on doit faire comme plan de lancement. Donc, il y a plein de possibilités avec des influenceurs, avec de la presse, avec des clubs, notamment j'aimerais être mis en contact via mon club. J'espère qu'ils m'aideront à connaître d'autres clubs et pourquoi pas discuter avec eux sur les fonctionnalités qui les intéresseraient dans les applications, etc. Donc voilà, pour l'instant, je suis dans une phase où je teste beaucoup l'application et j'essaie de faire en sorte qu'elle soit vraiment top pour que si j'active ces leviers-là et
la plupart des leviers de communication seront payants. Encore une fois, je vais investir moi de l'argent. Si je me lance là-dedans, il faut que je sois sûr que l'application soit top et que ça marche bien. Donc il y a aussi tout un côté un peu viral dans l'application, des fonctionnalités que j'ai ajoutées dans l'application pour inviter des joueurs, partager des liens sur des groupes WhatsApp. Dès qu'on a créé une partie, on peut la partager sur un groupe WhatsApp pour être sûr que les gens rejoignent la partie directement et découvrent l'application. Un autre truc que j'ai fait, tiens, j'ai oublié d'en parler, sur le serveur Directus, j'ai une petite page web du HTML classique, c'est-à-dire que lorsque j'ai créé une partie en tant que joueur ou j'ai rejoint une partie, je peux partager ce lien, je l'envoie sur les groupes WhatsApp et ce lien, soit une personne qui va cliquer dessus a déjà l'application et ça ouvre directement dans l'application, on appelle ça un deep link, ça l'ouvre dans l'application sur la partie, il peut rejoindre rapidement. Soit s'il n'a pas l'application, ça ouvre une vue web, une page web responsive design qui marche sur mobile, qui affiche les infos essentielles, mais sans mettre les noms des personnes ni rien parce que la personne n'a pas encore créé de compte. Ça met combien il y a de joueurs, l'horaire, le terrain, et comme ça, il y a un bouton pour dire si vous voulez, rejoignez la partie et ça envoie vers l'application, vers l'App Store ou le Play Store pour télécharger l'application. Donc l'idée c'est d'essayer que les joueurs invitent leurs amis à rejoindre leur partie et du coup qu'ils les invitent à télécharger l'application. Il y a aussi un côté viral puisque de toute façon c'est le but de l'application, c'est de trouver des partenaires de jeu et donc l'idée c'est que l'application en elle-même devrait aider au lancement si j'arrive à avoir les boutons bien placés, que ce soit clair pour les utilisateurs parce que pour l'instant des tests que j'ai pu voir, la plupart n'ont pas vu cette fonction de partage. Il y en a plein qui créent les parties dans iPadL et qui vont poster sur les groupes WhatsApp, parce que je sais, parce qu'on est dans les mêmes groupes, je les vois poster, mais ils ne parlent pas de l'application. Ils postent en fait finalement à deux endroits différents et ça répond sur le groupe WhatsApp, ça répond des fois un peu dans l'application, donc après il faut mixer les deux et c'est un peu galère. Alors que l'idée que j'avais moi, c'était qu'ils allaient partager le lien dans WhatsApp et que dans WhatsApp on aurait qu'à cliquer et tout le monde finalement répond oui ou non et les premiers arrivés prennent les premières places et s'il y a une cinquième personne qui arrive, c'est trop tard pour lui, il voit qu'il peut pas rejoindre parce que l'application est complète dans iPadL. Pas besoin de dire complet sur le groupe, on le voit finalement quand on clique sur le lien, elle devient complète. Voilà. Donc là, je suis en train, depuis quelques jours, de repenser l'ergonomie de mon écran de vue de la partie pour que le bouton soit plus proéminent, qu'ils comprennent mieux qu'il faut partager et qu'ils peuvent partager, parce que je pense que la plupart ne l'ont pas compris. Et voilà, donc je suis en train, vous voyez, de travailler l'ergonomie. Et une fois que tout ça sera bon et que je verrai que dans les utilisateurs que je connais, ils ont compris comment s'en servir sans que je sois là à leur expliquer, à ce moment-là, je pourrais activer le vrai lancement et essayer de faire peut-être de la publicité et tenter d'investir un petit peu dans le lancement. Voilà, on verra d'ici là si j'arrive à trouver des façons de communiquer qui soient pas trop chères, parce que comme je vous dis, là je travaille à fond perdu et j'espère que moi j'ai quelques moyens, mais je sais pertinemment que je vais dépenser un peu d'argent. Je peux pas non plus dire je vais faire que de la com gratuite. Il y a pas trop de secret. La com gratuite, ça marche pas. Ça marche jusqu'à un certain point. Il faut accepter de dépenser un peu d'argent si on veut avoir des utilisateurs, en espérant que plus tard on pourra ajouter des leviers économiques pour rentabiliser cet investissement. Comme n'importe quel projet professionnel, souvent il y a un investissement de départ en argent et aussi en temps pour ensuite espérer le rentabiliser. J'ai pas parlé de l'investissement en temps, j'ai regardé hier là quand je préparais les diapos. Pour l'instant, je suis à 185 heures passées dessus. J'ai une application que je prends pour mesurer le temps que je passe. Et ça, c'est que les fois où j'ai pensé à lancer le chrono. Je vous parle pas de toutes les fois où j'étais dehors, je parlais de l'application avec des gens pour leur faire des feedbacks, etc., où j'ai pas lancé le chrono. Mais le temps passé sur l'ordinateur avec le chrono lancé où j'ai pensé à le lancer. Par exemple, hier soir, j'ai passé 3 heures dessus à préparer le live, etc., et j'ai pas lancé le chrono, vous voyez. Et donc ça vous donne un ordre d'idée. 185 heures, déjà, c'est pas mal. Ça représente un peu plus de 5 semaines de travail à peu près, 35 heures dans ces eaux-là. Ça vous donne un ordre d'idée du temps que j'ai passé sur cette application. Et j'ai aussi investi de l'argent puisque j'ai payé un autre développeur pour m'aider à un certain temps parce que je n'avais pas forcément le temps de passer dessus. Donc j'ai payé un développeur pour m'aider à avancer plus vite et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je le remercie. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui, Jean-Michel. Merci encore d'avoir été dispo à ce moment-là pour m'aider sur cette application. Voilà. Donc le lancement sera important. La stratégie économique l'est aussi. J'ai eu des questions un peu plus techniques, notamment sur Fastlane, qui est l'outil qui permet d'automatiser la mise en production. Ah, tu es là. Bon, voilà, je te vois dans les commentaires. Merci Jean-Michel. Comment gérer la mise en production avec Fastlane? J'ai eu aussi des questions sur les webhooks, sur des questions plus techniques. Aujourd'hui, on va pas le voir aujourd'hui, ça. On en parlera. Je ferai en fait
pas une émission, mais un direct, un épisode où on va rentrer dans le code. Je vais vous montrer plein de choses du code, sur comment ça fonctionne, sur le code de l'application, sur le web service, sur la mise en production. Je peux déjà vous dire que oui, j'utilise Fastlane, alors la personne dans le commentaire m'avait parlé de la mise en production, mais aussi des captures d'écran, si je me rappelle bien. Dans ce cas précis, je n'ai pas utilisé Fastlane pour les captures d'écran, parce qu'elle est que en français pour l'instant. J'avais pas trop l'intérêt de le faire. Surtout que Apple a enfin simplifié les choses il y a un mois là. Ils ont enfin simplifié, on a besoin maintenant de donner qu'une taille d'écran et pas 10 000 tailles d'écran. Donc c'est une très bonne chose. Donc c'était plus simple. Et en plus, j'ai utilisé un service pour les screenshots où j'ai payé, un autre truc que j'ai payé, pour générer des screenshots jolis. Vous savez, quand vous allez sur l'App Store, si vous allez voir la page sur l'App Store, vous verrez qu'est-ce que j'allais dire, pardon. Vous verrez, ça fait une image qui s'étale sur plusieurs screenshots, c'est assez sympa, et voilà, je trouve que c'est plus joli que juste mettre des captures d'écran de l'écran. Il y a des captures, hein, mais qui sont avec un fond d'écran, etc. Donc c'était un petit service que j'ai pris en ligne que je trouvais sympa pour faire ça. Par contre, pour la mise en production, pour toutes les bêtas, je m'en sers, c'est indispensable pour moi, pour les bêtas, je peux plus travailler sans ça, je m'en sers pour toutes mes applications, et je vous montrerai comment je l'ai fait, c'est vraiment pas compliqué et ça change la mise. Et d'ailleurs, on en parlait cette semaine avec des étudiants en coaching, il y aura un chapitre, pas un cours dédié parce que ça vaut pas un cours, mais un chapitre dédié sur Fastlane dans les cours de Purple Giraffe très bientôt parce que je sais que c'est quelque chose que vous avez besoin d'apprendre, qui est pas compliqué et qui vaut vraiment le coup. Donc c'est prévu, c'est en cours et ça arrivera bientôt sur Purple Giraffe, Giraffe pour tous les étudiants. Vous l'aurez bientôt. Voilà, j'arrive à la fin des questions que j'avais reçues à l'avance. Je vais maintenant voir les questions que j'ai eues dans le chat. J'en ai vu plusieurs. Est-ce que Directus, donc c'est Paul qui pose la question, est-ce que Directus te permet de définir des permissions utilisateurs, par exemple pour sécuriser les endpoints et faire en sorte qu'un utilisateur A ne puisse pas lire les infos d'un utilisateur B? Oui, bien entendu, Directus, le cœur de Directus est basé sur les autorisations. Même moi, en tant que en fait, tous les appels d'API doivent être authentifiés. Et même quand on crée le code à l'intérieur de Directus, la plupart du temps, le code qu'on rajoute quand on code des extensions, je m'en sers par exemple pour les notifications, par défaut, c'est la personne qui a fait la requête, c'est ses droits à lui qui s'appliquent. Donc dans mon code, je ne peux pas aller lire n'importe quelle donnée, à part, il y a des moyens de changer ça et de passer sur en mode route au moment du code, mais par contre, par défaut, il y a un système de rôles en fait dans Directus qui est extrêmement puissant. On crée plusieurs rôles, chaque rôle va avoir un certain nombre de droits, et ensuite un utilisateur peut avoir plusieurs rôles qui se cumulent, et ça prend le plus de droits possible par rapport à ce que la personne a. Et ensuite, dans Directus, on va dire, ce rôle, il peut lire, par exemple, un utilisateur peut voir les données de la table utilisateur uniquement sur si l'idée correspond à l'utilisateur en cours. Et en plus, il peut lire que ces champs-là, je peux décider par exemple. Alors que l'admin pourra tout lire, etc. Donc effectivement, tout est possible dans Directus, c'est extrêmement pointu, il ne faut pas se gourer. Mais voilà, ça marche très très bien en tout cas. Top pour la gestion des notifications, mais cela représente un coût significatif. Alors, j'ai beaucoup parlé des coûts tout à l'heure. Une des choses qui me coûte rien, c'est les notifications, puisque les notifications de Firebase sont gratuites. Enfin, de Apple et Google, ça passe par Firebase, mais que ce soit Apple ou Google, à l'heure actuelle, l'envoi de notifications est 100% gratuit. C'est un des seuls services web qui soit gratuit. Alors, bien sûr, ça passe par mes serveurs. Donc, je paye moi mon serveur qui va préparer la notification et l'envoyer via Google et Apple, etc. Mais l'envoi en même est gratuit. C'est pas comme des SMS, et les SMS sont payants, les notifications sont gratuites. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus d'applications avec vous savez, la validation à 2 facteurs, quand vous allez dans l'application de votre banque, etc., qui vous demande de valider sur un mobile, très souvent, ils vous proposent en premier les notifications, et si ça ne marche pas, vous pouvez demander à recevoir un SMS ou un mail, parce que les SMS sont payants, c'est relativement cher, les mails sont aussi payants pour les entreprises, ça reste beaucoup moins cher, et donc les notifications, à l'heure actuelle en tout cas, elles sont gratuites, à part, comme je vous disais, le temps de traitement, c'est-à-dire que votre serveur, lorsque la partie est créée, personnellement, dans Directus, j'ai une petite extension en Node.js qui reçoit l'événement qu'une partie a été créée. À partir de là, je vais regarder dans toutes les alertes qui sont enregistrées, s'il y en a certaines qui correspondent à ces critères-là, et si c'est le cas, je regarde si la personne a bien un ou plusieurs appareils d'enregistrer, et je lui envoie une notification, donc ça peut représenter 10, 20, 100, 1000 push, tout dépend du nombre de personnes qui auront mis une alerte avec ces critères-là.
Voilà, donc il y a une boucle effectivement qui va partir pour envoyer, alors c'est envoyé par lot de 400 si je me rappelle bien Firebase, 400 ou 500. Donc si j'ai moins de 500 utilisateurs, c'est juste un appel. Moi il faut bien sûr que je récupère tout ça dans ma base de données, donc il y a quand même du coût serveur, mais il n'y a pas de coût de l'envoi même. Voilà. Je crois que c'est la dernière question que j'avais reçue. J'avais dit qu'on essaierait de faire 30 minutes. On n'est pas trop mal. Donc si je ne vois pas d'autres questions apparaître, je vais juste rebasculer sur cette vue-là. Voilà. Pour vous remercier à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je pense qu'on a eu zéro problème technique. Franchement, pour un live, et pour moi, c'est assez exceptionnel parce que habituellement, j'ai souvent des problèmes techniques sur les lives. Là, cette fois-ci, ça s'est bien passé, je suis content. Je vois une dernière question, je prends cette dernière question avant de partir. Comment utiliser l'envoi des notifications Firebase dans une application mobile en Flutter et Laravel en back-end? Alors on est parti sur des choses plus techniques. Nino, je te propose qu'on parle de ça lorsqu'on fera la partie très précise, puisque j'ai dit que je ferai un épisode où on rentrera dans le code. Dans les grandes lignes, tu vas avoir, je te dis dans les grandes lignes, là maintenant, tu as côté mobile, tu dois avoir un SDK de Firebase installé qui va permettre d'enregistrer l'appareil au lancement. Une fois que la personne a accepté les notifications, tu vas récupérer un token. Ce token, c'est un genre d'identifiant que tu dois envoyer sur ton serveur Laravel. Et ton serveur Laravel, il va récupérer et enregistrer ce token et l'associer à cet utilisateur. Comme ça, plus tard, quand tu auras besoin côté serveur de le prévenir de quelque chose, tu vas retrouver ce token, tu vas dire à Firebase, envoie tel message à tel token, et comme ça. Et après, tout est géré par Google et Apple qui vont s'occuper d'envoyer ça. Ça, c'est dans les grandes lignes. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on fait côté Dart, Flutter, je le montrerai. Comment on fait côté serveur? Alors, je montrerai le Node.js. Pour la partie PHP, je crois qu'il n'y a pas de SDK en PHP pour Firebase. Tu as une API REST classique où tu dois faire des requêtes réseau. Peut-être que ça vaut le coup pour toi de te faire un petit serveur Node.js en plus, et ton Laravel pourrait parler avec lui. Bon, il y a plein de solutions, mais tout ça, peut-être qu'on en parlera quand on sera sur la partie dédiée, où on parlera vraiment voilà, je vous montrerai techniquement comment je l'ai fait, et il y aura plein de questions techniques qui vont émerger, mais on aura le code sous les yeux, et ce sera beaucoup plus intéressant pour y répondre, et beaucoup plus pratique pour vous pour comprendre. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de faire ce live avec vous. Et on se revoit très bientôt. D'ici une semaine ou deux, je pense, on refera notre live où on rentrera plus en détail sur tout ça. Passez une excellente fin de journée, un bon week-end et surtout, happy coding. Bye bye.